Bonjour et bienvenue dans ce séminaire sur l'Émilie-Romagne, séminaire où on va parler aujourd'hui de tourisme et de gastronomie. On est sous les auspices de la Chambre de commerce belgo-italienne dans le cadre du programme True Italian Taste avec un hashtag devant True Italian Taste. Avant de commencer ce séminaire sur l'Émilie-Romagne, on va céder la parole au président de la Chambre de commerce belgo-italienne, M. Fabio Morvilli. C'est à vous, président. Je voudrais remercier M. De Pascale pour l'introduction et puis il continuera à conduire comme il sait très bien faire. Aujourd'hui, nous ne sommes pas à Bruxelles, nous sommes dans la plus belle région italienne et Mme Mazza porte les drapeaux, ça se voit tout de suite par son sourire magnifique, l'Emilia-Romagna. Donc, pourquoi nous avons organisé celle-ci, mais avec les autres chambres de commerce italiennes et étrangères, je rappelle en passant qu'il y en a 80, nous sommes impliqués dans un projet qui s'appelle le vrai goût italien, ou si vous préférez l'anglophone True Italian Taste. C'est un projet qui est financé évidemment par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale italien pour combattre aussi contre la contrefaction, l'Italian sounding, le fait qu'il y a des produits qui ne sont pas italiens mais qui semblent être italiens, pour relancer donc ce type de produits agroalimentaires et aussi pour promouvoir le tourisme, parce que les deux choses vont ensemble. Je trouve que quand on est à l'étranger, quand on fait des vacances, quand on est dans un pays, n'importe quel puisse être le pays, dans une région italienne, l'agroalimentaire, ça va tout de suite avec, parce qu'on passe un peu de temps dans le restaurant pour déjeuner, pour dîner ou simplement pour boire quelque chose avec les amis. Et donc, c'est là devient de plus en plus important. Je voudrais, avant de repasser la parole à M. De Pascale, remercier donc l'ENIT, l'Internazionale Italiano del Turismo, M. Sant'Agata, qui est responsable du bureau de Bruxelles et qui probablement est à l'écoute en ce moment. Il avait dit qu'il avait quelques minutes de retard. Madame Silvia Mazza, que je viens de nommer, dell'Agenzia di Promozione Turistica dell'Emilia-Romagna. Elle est en ce moment dans une magnifique ville que tout le monde connaît. Rimini, c'est la ville plus connue de Paris, de Rome, de Bruxelles, évidemment. C'est une ville magnifique avec une plage et un savoir-faire qui est vraiment extraordinaire. Ranieri Distribuzione, M. Gianfranco Ranieri, qui a sélectionné et livré pour nous tous les produits authentiques de l'Emilia-Romagna que nous allons déguster bientôt. L'Osteria Bolognese qui nous donne la possibilité à Bruxelles de nous retrouver tout de suite à Bologna ou dans l'Emilia-Romagna, magnifique. Nous avons M. Giacomo Tosti qui est le propriétaire et le chef, qui est la partie la plus importante toujours quand nous dégustons quelque chose dans un restaurant, Gioacchino D'Amico. L'Associazione Cuochi Italiani in Belgio avec son président Pinonacci, un ami de très longue date. Et last but not least, San Pellegrino, parce que l'Italie est quand même un pays aussi de sang. Et donc, l'eau aussi, c'est très important. Et voilà, l'eau San Pellegrino, qui est aussi membre de notre Chambre de commerce belgo-italienne et sponsorise cet événement. Donc, je donne la parole à M. De Pascale. Et plus tard, il y aura la possibilité de poser des questions. N'hésitez pas. Et on va essayer de répondre aux questions dans les limites du temps qui nous est octroyé. Merci. Grazie, Presidente. Merci, Président de la Chambre de commerce, M. Fabio Morvilli. Alors, je vais d'abord vous présenter très rapidement tous les divers intervenants de ce panel. Nous avons, depuis l'Italie, nous avons Silvia Mazza, qu'on vous a déjà présenté, qui représente la promotion du tourisme en Émilie-Romagne. Silvia, qui est justement peut-être le fruit d'une union entre le tourisme et l'Italie, puisqu'elle est à moitié allemande par sa maman et à moitié italienne par son papa, et qui s'investit depuis plus de 20 ans dans la promotion du tourisme et depuis, si je ne me trompe, plus d'une douzaine d'années à l'Office du tourisme d'Émilie-Romagne. Et Silvia va nous raconter la partie vraiment historique, touristique de cette magnifique région d'Émilie-Romagne. Et sinon, j'accueille également alors, le propriétaire Giacomo Toschi, Giacomo, voilà,
qui est le patron de l'Osteria Bolognese et qui est alors, moi je ne suis pas sponsorisé, mais j'adore l'Osteria Bolognese. C'est un restaurant vraiment où je me sens, pas chez moi parce que je ne suis pas de Bologne, mais où je me sens à Bologne. Et Giacomo a ouvert ce restaurant il y a déjà 5 ans. Et franchement, pour être allé à Bologne il n'y a pas longtemps, c'est aussi bien qu'à Bologne, mais que ça ne vous empêche pas d'aller visiter Bologne, bien entendu, qui est une ville extraordinaire. Et sinon, le chef de l'Osteria Bolognese, Gioacchino D'Amico, lui aussi un Emiliano Romagnolo pure souche qui travaille depuis des années en cuisine italienne traditionnelle avec le côté Emiliano et le côté Romagnolo. Je me suis laissé dire que même parfois il était capable de cuisiner du poisson, ce qui est rare dans la région, mais du côté Romagne c'est un peu plus fréquent, et qui va avec nous animer ces moments puisque nous allons faire 3 petites recettes à partir des produits de l'Émilie-Romagne. Et justement, Émilie-Romagne, nous avons, en guise d'introduction, une toute petite animation qui va vous montrer combien d'appellations d'origine, en français on dit appellation d'origine protégée, en italien on dit DOP, Denominazione di Origine Protetta, également des IGP, indications géographiques protégées. C'est un parcours absolument incroyable, plus de 45 IGP en partant de Piacenza avec la coppa, le prosciutto, le parmigiano reggiano, le cotechino, l'aceto balsamico di Modena, le lambrusco, la mortadella, la ciliegia, certains même des cèpes ont une appellation, certaines courges ont une appellation, les vins bien entendu, la piadina. Franchement, c'est un terroir absolument extraordinaire. Et justement, puisque l'on parle de ce terroir, on va peut-être commencer par quelques produits. Vous avez reçu, vous qui nous regardez, d'abord, une première chose, quand nous allons cuisiner, franchement, si vous avez envie de cuisiner avec nous, eh bien, faites-vous plaisir, cuisinez, n'hésitez pas, les chefs, Giacomo, le chef Gioacchino, siete pronti, ragazzi? Prontissimi. Pronti, ok. Alors, vous allez cuisiner avec nous, mais en attendant, vous avez reçu une box avec pas mal de produits. Alors, je ne vais pas tous vous les montrer, mais bien sûr, il y a le Parmigiano Reggiano qui est là. Hein. Vous avez reçu un morceau un peu plus petit, mais c'était pas mal quand même. Il y a évidemment la coppa dont on va parler. Ah, voilà, j'ai un bon bras et un mauvais. Hein. Alors, la coppa dont on va parler à l'instant, qui est un produit magnifique, le prosciutto di Parma, le culatello, le lambrusco, différentes qualités d'aceto balsamico, tout ça vous avez dans la box que vous avez reçu et qui vous permet de cuisiner avec nous, moyennant quelques petits ingrédients que je suis certain vous avez à la maison, comme un peu de tomate, un peu d'huile d'olive et ce genre de choses. Alors, parlons d'abord d'un produit qui est, je le remontre avec mon bon bras, hein, qui est la Coppa di Parma, hein, qui est un... Alors ça, c'est quoi? On est ici on est toujours dans du cochon, hein, parce que vous savez que quand on est en Émilie-Romagne, il y a du cochon, et on est dans l'échine, juste là derrière, l'échine, ou en belge, on appelle le spiringue, qui est donc enlevé, découpé, et qui est emballé dans un boyau, et dans ce boyau, elle est mise à sécher et elle est ficelée. Et pour faire ça, il faut combien de temps? De 60 à 90 jours d'affinage, hein, c'est quand même pas mal, 60 à 90 jours d'affinage. La zone de production, c'est Parme, Modène, Reggio, on en fait un peu plus à l'ouest. Le cochon, il doit peser 160 kg, hein, déjà, il faut déjà une belle bête pour faire ça, et il a 9 mois minimum. Et donc, cet affinage va lui donner ce parfum si caractéristique, et à la fin de l'affinage, la ficelle va bâiller un petit peu autour, ce qui est tout à fait normal parce que, évidemment, en s'affinant, elle a perdu de l'eau. Un autre produit typique de la région, c'est, le voilà, le salame felino. Alors moi, je l'aime bien comme ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, Giacomo, chef. Il est un petit peu, il n'est pas très très sec, non, mais c'est justement comme ça que... Exactement comme il faut. Voilà, hein, Exactement comme il faut, c'est-à-dire, il ne faut pas que ce soit trop sec, il faut que ce soit encore un petit peu moelleux. Là aussi, on trouve des traces de salame felino, des traces écrites et documentées, déjà au XVe siècle. Et c'était vraiment, felino, c'était vraiment le nœud, le centre de production de saucissons. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'à la différence de la coppa, et plus tard on parlera aussi du jambon, du prosciutto, c'est que le saucisson, il subit des fermentations. C'est ça qui va lui donner son goût. Alors là aussi, nous avons affaire à une IGP, indication géographique protégée. Il faut des cochons
qui doivent obéir à certaines caractéristiques. Il faut que ce soit dans du boyau naturel, séché à chaud, c'est ça qui va déclencher, enfin à chaud, c'est pas cuit, hein, mais c'est ça qui va déclencher la fermentation, un affinage de minimum 25 jours. Et enfin, on va parler quand même d'un morceau qui est très très important, c'est le prosciutto di Parme. Le prosciutto di Parme, Giacomo, ici à l'Osteria Bolognese. C'est un must. C'est un must. Tout à fait, Oui, tout à fait. En cuisine aussi. Hein. Voilà, donc c'est un produit, vous en consommez combien par an? Bah, beaucoup, j'ai jamais calculé, mais dans les 50 kilos sûrement. 50 kilos par an, donc voilà, même, à mon avis même un petit peu plus. Oui, alors, ce jambon de Parme, il faut savoir aussi que c'est un gros morceau d'un point de vue économique en Italie, le jambon de Parme, parce que c'est une production, c'est 150 entreprises productrices, 4000 élevages, 118 abattoirs, 3000 travailleurs directs, 50 000 emplois indirects pour le jambon de Parme. Et finalement, pour avoir visité moi-même les producteurs de jambon, il y a quelque chose d'absolument incroyable, c'est qu'à partir d'un cochon qui est finalement de race relativement classique, on obtient ce fameux goût du Parme. Alors, je vous la fais un peu courte, mais on reçoit dans le prosciuttificio, on reçoit les cuisses. Elles sont salées à la main, massées à sec. Ensuite, on va laisser égoutter ce sel au froid, et puis va commencer l'affinage. L'affinage va être de parfois jusqu'à 18 mois, minimum 1 an de toute façon, 18 mois, parfois 24 mois, et plus rarement 36 ou 48 mois. Alors, j'ai déjà goûté des jambons de toutes sortes. L'affinage idéal, c'est souvent autour des 20-22 mois. C'est là où on trouve le goût du Parme tel qu'on l'aime. Je vous invite, si vous avez l'occasion, si vous voyagez en Émilie-Romagne, à goûter parfois des jambons affinés plus longtemps. On est dans un autre type de saveur, mais c'est absolument incroyable. Alors, la dégustation idéale, évidemment, nous, on vous a fourni dans la box du jambon déjà tranché. Mais je vous promets que quand vous goûtez le jambon, quand il tombe de la trancheuse, c'est absolument extraordinaire. Giacomo, hein, c'est un rêve. C'est un rêve. C'est quand la fête che cade, hein, la tranche qui tombe, c'est ça qui donne vraiment, vraiment du plaisir. Alors, on a parlé de tout ça, on a parlé du jambon de Parme. C'est le moment justement pour arrêter de parler 2 secondes de gastronomie et de demander le relais à Silvia qui va nous parler de Parme et de Piacenza. Buongiorno à tout le monde. Donc voilà, on est dans la partie ouest de la région. L'idée, c'est de faire un tour gastronomique de toute l'Émilie-Romagne en suivant la Via Emilia, l'ancienne route romaine, donc qui a été construite par les anciens Romains, en commençant par Piacenza et en arrivant à Rimini. Donc la patrie de la charcuterie de l'Émilie-Romagne, c'est bien évidemment Piacenza et Parme. Et là, c'est un territoire très vallonné, caractérisé avec un beau paysage, caractérisé par la présence de nombreux châteaux qui font partie d'un réseau qui s'appelle les châteaux du duché de Parme et Piacenza, Plaisance. Ce sont 31 châteaux, vraiment très très beaux, très vivants parce que vous pouvez trouver le propriétaire qui encore vit là-dedans. Donc, en visitant les belles salles décorées, vous pouvez rencontrer un duc ou un prince, je ne sais pas. Et dans la moitié d'entre eux, dans 14 châteaux, on peut aussi séjourner. Donc, pas seulement déguster d'une bonne charcuterie, mais aussi avoir une expérience un peu différente. Bon, au cœur de cette partie de la région, vous allez trouver Parme. C'est une ville vraiment très, très élégante, une ville raffinée qui sait surprendre vraiment le visiteur qui va arriver, on ne connaît pas tellement la ville de Parme comme une ville d'art comparée aux Florence, Venise, Rome, etc. Mais vraiment une ville très, très riche en art et culture. Et c'est grâce aux nombreux artistes qui ont vécu ou sont passés par Parme et surtout sous la régence de la deuxième épouse de Napoléon Bonaparte, Marie-Louise, qui a fait construire beaucoup de bâtiments, de monuments sur la ville, surtout le très très beau théâtre de Parme, le Teatro Regio. Donc, pour sa valeur culturelle,
Parme a été nommée dans le 2020 capitale italienne de la culture. Bien évidemment, à cause de l'interruption des événements à la fin de février, on a eu la confirmation que les événements peuvent continuer pendant tout le 2021. Et juste pour souligner le lien entre la ville et sa gastronomie, je peux ajouter que Parme, depuis le 2002, est le siège aussi de l'Autorité européenne de la sécurité des aliments. Et en plus, en 2015, a été déclarée par l'UNESCO ville créative de la gastronomie pour porter dans le monde le Made in Italy italien. Voilà. Merci Sylvia, merci de nous avoir fait rêver un petit peu depuis l'Italie avec votre très belle voix et votre français absolument parfait, Sylvia. Alors, Sylvia, on va faire une petite recette. Chef, sei pronto? Sì. Un tout petit antipasto. On a parlé de la coppa, je rappelle. Alors vous avez ça en tranche, mais c'est cette magnifique chose ficelée absolument superbe et qui vous donnera des émotions vibrantes. Je vous le garantis. Alors, on va faire cette coppa avec un tout petit peu de squacquerone. Et c'est un fromage frais, le squacquerone typique, qui a aussi son IGP. C'est vraiment un fromage qui est prêt en 4 jours. Hein. C'est des ferments lactiques, un tout petit peu de présure, à peine moulé, à peine égoutté. Fais-nous voir, chef, facci vedere lo squacquerone. Oui. Alors, tu peux montrer à la caméra qui est ici. Voilà, donc c'est emballé un peu, mais ça n'a rien à voir avec de la mozzarella. Hein, le squacquerone, et voilà, c'est emballé dans le papier, c'est un peu comme dans d'autres régions, la robiola, tous ces fromages frais. Et donc, on va tout simplement on a préparé une petite feuille de coppa, petite tranche de coppa très très fine. Giacomo, vas-y. Tout à fait. Alors, on a préparé tout simplement, on a pris 3 petites tranches, on les a un peu superposées, et puis on va juste mettre une petite cuillère de squacquerone dans les tranches de coppa. Et alors, on va les garnir avec quelques gouttes de aceto balsamico pour vraiment lui donner un goût très très spécial. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez proposer en antipasto ou une petite mise en bouche. De toute façon, ce sera un succès, ça c'est sûr, avec ces bons produits. Donc voilà, tout simple. On a pris 3 tranches. On va ajouter une cuillère de squacquerone. Vai, chef. Voilà. Voilà. Et après, on va essayer de le fermer le plus possible, qui ressemble à une petite fleur. Hein. On va le rendre le plus joli possible, même si c'est... Mais quel talent, chef. Voilà. Non, mais voilà, vous voyez le hashtag qui apparaît, Extraordinary Italian Taste. Chef, allora, fallo vedere magari un po' alla telecamera qua. On va d'abord juste ajouter les gouttes d'aceto balsamico qui donnent vraiment la touche, hein, on va dire. Lequel des deux on va utiliser l'aceto balsamico de qualità oro. Qualità Donc, oro. je vous parlerai tout à l'heure encore de vinaigre balsamique, mais donc on va prendre dans la box que vous avez reçue le vinaigre balsamique qualité oro, qui est celui qui est le plus dense. Et donc on va en mettre quelques gouttes. Chef, alors fais attention, c'est cher. Hein. N'en mets pas trop. Voilà, costa, non metterne troppo. Hein. Voilà, surtout pas exagérer avec le vinaigre balsamique. La qualità oro, c'est vraiment quelque chose alors, de... est-ce qu'on nous voit? Est-ce qu'on me voit? Est-ce que la caméra veut bien venir chez moi pour les gros plans? Voilà, merci. Caméra gros plan. Il faut juste que ça switch, que ça marche. Ah, voilà. Voilà. Donc voilà. tout simple, hein, on a juste ajouté quelques gouttes de aceto balsamico. On ne va surtout pas exagérer parce que la qualità oro a déjà un goût vraiment unique et très intense. Donc voilà, juste à déguster. Et quoi, très, on n'a très même pas simple une petite fourchette pour goûter préparer. ici? Parce que peut-être que nos amis ont... Alors évidemment, on ne peut pas... c'est pas grave. Alors, on a tu vois, voilà, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, je voulais juste goûter en fait l'abbinamento, l'accouplement entre le squacquerone et le vinaigre balsamique. Et c'est très bien de faire un séminaire la bouche pleine. Ça fonctionne très bien. Voilà, c'était juste une toute petite dégustation. Goûter ce squacquerone, c'est un goût acide, lactique, qu'on ne connaît pas bien parce que ce n'est pas un fromage qui est forcément connu chez nous dans les produits italiens que l'on trouve d'habitude. Donc c'est intéressant. Allez, on passe au gros morceau. Montre-moi, le voilà. Giacomo. Hop.
Voilà. Alors Giacomo, c'est quoi ça? Ça, c'est le culatello, il re degli affettati, le roi des charcuteries. Je crois qu'il n'y a vraiment rien qui ressemble au culatello, c'est tellement précieux. Déjà ici, je le tiens dans les mains et on l'appelle les dogs. Hein. J'ai la chair de poule parce que c'est vraiment un parfum unique. Tout est fait bien sûr avec les fesses du cochon, hein, donc les parties sûrement les plus nobles. Et dommage que vous ne pouvez pas sentir. Alors sentir justement c'est intéressant parce que donc on est dans la même région que le jambon de Parme. Mais le jambon de Parme, qui devrait s'appeler parfois même jambon de Langhirano parce qu'il se fait au nord, plutôt donc on monte vers l'ouest de Parme, on monte un petit peu sur les collines, il est séché par l'air des montagnes. Le culatello c'est très différent, il se fait dans les bords du Pô, dans une région qui est tout à fait humide, où il y a même du brouillard. Et donc on va prendre effectivement, comme tu disais Giacomo, le haut de la fesse du cochon, on va l'emballer dans une vessie du même cochon, on l'a lavé la vessie, on vous rassure, et ensuite on va le ficeler et on va lui faire un affinage très très long. Alors ce qui est intéressant dans le culatello, c'est que c'est un produit qui à l'export n'était pas connu du tout jusqu'à il y a 10-15 ans. Un produit que finalement les Emiliani ils se gardaient pour eux et qui a commencé à arriver chez nous, qui maintenant est disponible, qui est dans votre box, donc vous allez pouvoir en profiter. Et franchement, quand on met son nez dessus, on sent un peu l'humidité. Oui, hein. oui, ça tout sent à fait. même un tout petit peu les moisissures nobles. La cave. Voilà, la cave, etc. Donc Ah, on oui. est dans un registre de saveurs qui est très différent de celui du jambon, mais c'est un produit absolument extraordinaire. Et justement, quand on continue notre voyage du côté de cette région absolument magnifique, c'est le moment de repasser la parole à Magic Silvia qui va encore nous enchanter avec son sublime léger accent emiliano quand elle parle en français. Silvia, c'est à toi. Merci Carlo. Ben oui, comme tu as dit, il faut savoir que la zone de production du culatello, c'est seulement une toute petite partie de la région Émilie-Romagne, parce qu'il s'agit de la zone basse, de la partie basse de la région, donc près du fleuve Pô, où la maturation est favorisée par le brouillard, donc l'humidité qui vient du fleuve Pô. Donc, disons que quand on part de Parme vers le nord, vers le fleuve Pô, on passe par ce qu'on appelle les terres des Verdi. Il s'agit de deux petits villages, Roncole et Busseto, où le maestro Giuseppe Verdi est né et il a commencé à étudier. Donc, on peut visiter les lieux de Giuseppe Verdi. Ce sont des bâtiments très, très intéressants, surtout à Busseto, le tout petit théâtre Verdi. C'est vraiment un joyau de théâtre l'italien, très, très charmant et ça vaut la peine, sans doute. Mais on arrive donc dans la partie de la production du culatello et il faut aussi savoir qu'il y a seulement 8 municipalités où on peut produire le culatello. Ça, c'est intéressant parce que c'est un produit typique de la région Émilie-Romagne, mais pas partout c'est possible de le produire. Donc, seulement 8 municipalités. Très intéressant. Donc là, je pourrais vous conseiller un des producteurs le plus connu de la région, c'est l'Antica Corte Pallavicina. Alors, l'arrière-grand-père des deux frères Spigaroli, qui sont les propriétaires de l'Antica Corte, il était le charcutier de confiance de Giuseppe Verdi. Voilà les liens, donc. Et bon, depuis 150 ans, la tradition des culatello a continué dans cette famille. Et là, le bâtiment a été amélioré, agrandi, et on peut séjourner. C'est un relais de charme. On peut dîner, il y a un restaurant 1 étoile Michelin, ou simplement y passer pour visiter la production et surtout les caves, les anciennes caves de maturation sont vraiment très très charmantes et dès qu'on entre, bon, voilà, comme Giacomo aussi disait, ça sent vraiment la senteur du culatello, c'est très très particulière
Et dès qu'on entre dans les caves, accrochés sur un mur, on peut voir des coulatelles avec une étiquette. Si vous allez lire, vous pouvez voir des noms comme par exemple Giorgio Armani, le prince Charles d'Angleterre, parce qu'ils commandent leur propre coulatelle à Monsieur Spigaroli. Donc vous aussi, si vous voulez, si vous avez envie, vous pouvez commander votre culatello à Monsieur Spigaroli de l'Antica Corte Pallavicina. Sylvia, merci. Merci de nous avoir fait rêver. Je voudrais bien, si vous avez des amis sur place, je veux bien un culatello à mon nom. Hein, ça me ferait bien plaisir. Et sinon, je retiens qu'il y a un restaurant, une étoile Michelin, et que donc c'est quelque chose... voilà. Enfin, la prochaine fois que je vais à Bologne, Giacomo, si jamais on a l'occasion un jour d'y aller ensemble, voilà, magari, donc si ça pouvait être vrai, hein, quand on a quelques jours de congé, mais franchement, ça me dit bien de manger au restaurant dans un endroit où il y a des culatello qui pendent absolument partout. Bien, je vous ai dit que les gros morceaux aujourd'hui, en termes d'appellation, c'était le prosciutto di Parma DOP, AOP, c'était le culatello DOP, et évidemment, un autre gros morceau, c'est le Parmigiano Reggiano DOP, d'appellation d'origine protégée. C'est la typologie, on oublie ça, la typologie du Parmigiano, c'est d'être un fromage grana, c'est-à-dire un fromage qui s'égrène, dont le caillé a été coupé en petits morceaux, qui fait qu'avec le vieillissement, ces magnifiques meules de plus de 30 kg vont vraiment donner ce côté graineux et tellement bon et que l'on aime tellement. C'est un fromage qui a, vous en aurez dans votre box, deux types d'affinage. Je vous invite, franchement, en Belgique, on a un peu tendance à considérer que le fromage, oui, c'est du parmesan râpé, on l'achète déjà râpé, tout ça. Voilà, apprenez peut-être, si je peux me permettre un conseil, râpez toujours vous-même, râpez toujours minute, comme ici à l'Osteria. Toujours râpé minute. Toujours. Tu viens chez les clients. Tout à fait, c'est obligatoire. C'est là où vraiment tout le goût du parmesan, tous les parfums ressortent, donc c'est vraiment très très important. Voilà, et donc si on vous le dit à Osteria Bolognese, c'est que vous pouvez peut-être croire que c'est vrai quand même. Et ce Parmigiano, il a près de 1000 ans. On a un document de 1254, enfin pas moi, hein, mais on a retrouvé un document qui mentionne à Gênes le Caseus Parmensis, et ce fromage déjà, qui pesait au départ plutôt 18 ou 20 kilos, ce fromage, on le retrouve, il voyageait déjà dans toute l'Italie depuis très longtemps. Et ça explique que des recettes, par exemple, même dans le sud de l'Italie, comme la Parmigiana di Melanzane, en mentionnant le produit, qui est un produit d'importation dans le sud, donnent toute l'importance à ce fromage. Alors, il y a, je fais un bond dans l'histoire, au XVIIe siècle, le duc de Parme, Ranuccio Farnese, il fait la première loi, la première appellation du parmesan, si on veut. C'est-à-dire que ce produit, à ce moment-là, il est déjà exporté en Flandre, donc ici, chez nous, en Belgique, en France, en Espagne, et donc il a déjà une forme de protection. Et d'ailleurs, l'utilisation du parmesan en Belgique est assez ancienne parce que nos amis italiens ne le savent pas, mais le fondu au parmesan est un plat belge et on trouve des recettes de fondu au parmesan au début du XXe siècle dans les habitudes ménagères en Belgique. Alors, juste comme ça pour vous dire qu'en Italie et en Émilie-Romagne, on s'est rendu compte de l'importance de ce produit depuis très longtemps, puisque en 1934 déjà, le Parmigiano Reggiano s'est érigé en consortium. Et petit détail amusant de l'histoire, qui en plus pour moi évoque mes racines familiales, je vous raconterai ça un autre jour, c'est qu'il y a eu une sorte de convention, de conférence de Yalta du fromage au XXe siècle, c'était la convention de Stresa en 1951, où on a décidé à l'époque de définir deux grandes typologies de grana, le grana padano à gauche, côté court, et le grana, le Parmigiano Reggiano, côté jardin, à droite sur la carte. Voilà. Le Parmigiano Reggiano n'obtiendra son AOP européenne, mais il avait déjà la DOC en Italie, mais il n'obtiendra son AOP européenne qu'en 1996. Mais cela dit, au niveau des AOP européennes, c'est déjà assez ancien, hein, 1996. Quelques précisions sur le cahier des charges. Il faut rappeler que le
Le Reggiano, c'est comme le Comté ou le Gruyère, et là s'arrête la ressemblance, ce sont des fromages de laiterie et pas des fromages fermiers. Parce qu'il faut énormément de lait pour faire une roue de près de 40 kg. Et la DOP, donc le cahier des charges de l'appellation, prescrit comment on le produit, avec quel type d'aliments on alimente les vaches, uniquement de l'herbe et des fourrages d'aliments secs, donc pas de ce qu'on appelle de l'ensilage, pas de maïs fermenté pour nourrir les vaches. Et l'affinage est de minimum 12 mois, mais il n'y a pas de maximum, c'est no limits. Alors la remarque que j'ai faite tout à l'heure par rapport au prosciutto di Parma, à savoir que l'affinage idéal c'est 20-22 mois pour le prosciutto et les affinages au-delà, ça donne des goûts très différents, très intéressants. C'est la même chose pour le Parmigiano Reggiano. 24 mois c'est formidable, 30 aussi. Au-delà, c'est très très bon, mais c'est un autre produit qu'il faut vraiment, c'est un produit presque comme on dit en Italie, les vins de méditation, ça devient des fromages de méditation tellement les parfums sont forts et importants. Bien, messieurs, je trouve... Je ne sais pas, j'espère que les gens qui nous écoutent sont toujours là, ils ne sont pas encore partis. J'ai déjà beaucoup parlé. Donc maintenant, on va faire, Gioacchino, chef, Giacomo, on va faire la première recette, une recette de gramignes au ragoût de culatello, justement. Hey les gars, c'est à vous. Moi je vais boire. Je vous laisse faire. Pour ceux qui nous suivent et ils veulent tenter cette recette qui est en fait très simple et rapide, on va sûrement commencer avec un tout petit peu d'oignon blanc. Donc on va le couper, on va le mettre dans la poêle et on va bien sûr ajouter un tout petit peu d'huile d'olive. Et on va faire dorare la cipolla. Un peu d'huile d'olive dans la poêle. Et Olio, mica burro. olio, huile d'olive. Ok. Assolutamente. Et on est parti. Non, le chef vient de me dire pas avec du beurre, comme si j'avais dit un gros mot. Ouais. Mais ici, on emploie aussi beaucoup de beurre hein, dans l'Émilie-Romagne, dans la cuisine. beaucoup. Non fate finta adesso che non usate mai il burro. C'est vrai. Voilà. En tout cas, pas pour cette recette. Non, c'est ça, voilà. Ok. Donc voilà, les oignons sont dans la poêle. On commence à entendre un peu ce bruit magnifique De l'oignon qui chante. de l'oignon qui chante, exactement. Et alors on va, vous avez ouvert votre... Ah oui, si vous êtes en train de cuisiner, effectivement, n'hésitez pas. Donc il faut sortir, j'espère que vous avez sorti les ingrédients. Oui. Voilà, on Vas-y, Giacomo. a ouvert notre boîte avec le culatello qui est déjà coupé en fines tranches. Et donc sans trop le stresser, sans trop le toucher avec vos mains, vous commencez à le couper grossolanamente. Oui, grossièrement. Grossièrement, voilà. Donc il faut quand même respecter le culatello avec tout ce temps qu'on a passé pour arriver à ça. Donc voilà, on l'a coupé un tout petit peu. Et là, tout de suite, on va l'ajouter... on va ajouter d'abord quelques petites tomates cerises. Voilà. Donc dans la poêle avec l'oignon et l'huile, on ajoute quelques tomates cerises, un peu d'ail. Vous pouvez couper à moitié et juste après on va l'enlever, c'est juste pour un peu parfumer. Et là, on va tout de suite utiliser le lambrusco, qui est très important pour sfumare. On va en parler tout de suite du lambrusco, les amis. Oui, mais allez-y. Hein. Oh oui. Donc sfumiamo. Fais attention avec ça, chef. Voilà. Lambrusco, donc. On va l'ajouter à la poêle, donc avec l'huile d'olive, l'ail, l'oignon et les tomates cerises. Et voilà, la sfumatura. On va vraiment donner un petit goût de lambrusco comme ça. Alors, Giacomo, pendant que je me sers un peu de lambrusco, est-ce que tu peux rappeler les quantités pour la recette? Oui, alors, ici, on dit que c'est pour deux personnes, ce que vous avez à disposition. Donc, on a mis tout ce qu'on avait de culatello. On a mis à peu près 5 ou 6 tomates cerises. Vous pouvez couper à moitié ou en 4 si elles sont un peu plus grandes. Et donc voilà, on a juste fait ça. On va laisser un tout petit peu à la poêle. Et pendant ce temps-là, bien sûr, il faudrait que vous ayez de l'eau bouillante déjà. Ça serait pas mal. Voilà. Nous, on l'a déjà fait. Et voilà, là, c'est le moment d'ajouter la passata. Donc, la sauce tomate. Une très bonne sauce tomate, ça c'est très important pour continuer de travailler avec Et un petit peu d'eau de cuisson. Voilà, ça c'est des petits qui n'a pas secrets encore cuit. à laquelle on ne pense jamais, mais voilà. Pour nous,
C'est très important, hein. Vous ajoutez un tout petit peu d'eau de cuisson pour qu'une petite crème se forme. Et là, vous baissez un tout petit peu le feu, hein. Il ne faut pas risquer de brûler ce ragoût rapide. Alors on répète, on a fait rissoler l'oignon, on a dans l'huile d'olive, on a ajouté grossièrement coupé le culatello, on a ajouté on a sfumato, on a déglacé au lambrusco et on a ajouté ensuite un petit peu avec les tomates cerises, un petit peu de passata de tomate. Voilà, 2 cuillères. Voilà. Alors, un mot sur le lambrusco, hein. Le lambrusco, c'est vraiment un produit local qui, avant, ne voyageait pas bien. En ce sens que, souvent, les produits qui arrivaient chez nous n'étaient pas terribles. Le lambrusco a fait énormément de progrès. C'est un vin rouge, pétillant, sec ou légèrement doux. Mais franchement, pour la cuisine et pour l'apéritif, vous allez privilégier le lambrusco sec. Et comme tous les vins pétillants, il y a des méthodes de fabrication. Alors pour le lambrusco, d'abord il y en a plusieurs des lambrusco, hein. Il y a le Sorbar et le Gasparos di Castelvetro. Il y en a encore d'autres, mais il est important de rappeler les modes de fabrication du lambrusco. Il y a la méthode dite cuve close ou méthode Charma, qui est la même méthode que pour le Prosecco, qui est un vin blanc alors de Vénétie. Et le Charma, c'est en fait une refermentation en cuve close. On remet des levures et des sucres sur le vin déjà fermenté pour repartir en fermentation et avoir les fameuses bulles. Il y a la méthode dite ancestrale, qui, pour les amateurs de vin qui nous suivent, est la même que pour la blanquette de Limoux. Comment on faisait? C'est ce qu'on faisait dans le temps en fait. On mettait en bouteille des vins qui n'avaient pas fini de fermenter. Ben, qu'est-ce que ça fait? Ça continue à fermenter, donc ça faisait du CO2. Le CO2 faisait les fameuses bulles. Ça peut donner des résultats encore très intéressants aujourd'hui, à condition de bien la conduire et bien la maîtriser. Et enfin, il y a la méthode dite traditionnelle, qui n'a rien de traditionnel en Émilie-Romagne, puisque c'est le terme officiel autorisé en Europe pour parler de la méthode dite champenoise de refermentation en bouteille par l'adjonction de levure et de sucre. Les deux procès j'ai fait un lapsus linguae terrible. Les deux lambrusco qui sont dans la box qui vous a été fournie sont des lambrusco de type cuve close Charma, légèrement différents. Vous les goûterez et vous nous raconterez. Alors, du lambrusco, finalement, je reste avec plus ou moins les mêmes cépages pour vous parler du aceto balsamico di Modena. Et pendant ce temps, je rappelle qu'il faut faire bouillir l'eau, mais justement, l'eau, elle bout déjà. Voilà, parce que c'est pas fini avec la recette. Alors, l'aceto balsamico, il me faudrait bien plus qu'une heure de séminaire pour vous en parler. Je vous la fais courte. D'abord, c'est un produit qui est terriblement galvaudé. Donc, il faut vraiment regarder un peu ce qu'on achète. Il y en a deux types d'un point de vue commercial. Il y a l'aceto balsamico tradizionale di Modena. Ça, c'est vraiment la Ferrari de l'aceto balsamico. C'est vraiment le tout haut de gamme. Et puis, il y a l'aceto balsamico di Modena IGP, qui est aussi un produit très intéressant qui existe en différents niveaux de qualité. Alors, le principe, vous savez que normalement, pour faire du vinaigre, on prend n'importe quel jus de fruits alcoolisé, du cidre, du vin, et on laisse se faire la ponction par le acétobactère, qui est une bactérie qui va faire ce qu'on appelle la piqûre acétique et qui va transformer l'alcool en acide acétique. Et en fait, n'importe quel jus de fruits a pour vocation de devenir un jour du vinaigre, c'est le côté le plus stable. Alors, effectivement, d'habitude, on fait du vinaigre à partir de vin. Alors, dans l'aceto balsamico, on va travailler différemment. On va d'abord faire réduire le jus de raisin. On va faire du mosto cotto, du mou cuit. Ce mosto cotto, on va le réduire, et ça, on va le mettre dans des fûts d'arbres fruitiers et on va le laisser partir en fermentation alcoolique et acétique qui vont s'enchaîner les unes derrière les autres. Et ça, au bout de 12 ans, c'est ça qui donne l'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP, appellation d'origine protégée. Ça, c'est ce que je vous ai dit, c'est la Ferrari. Alors, en dessous de la Ferrari, il y a quand même la Maserati, qui est l'aceto balsamico, ils ne vont pas être contents, l'aceto balsamico di Modena IGP, qui lui est fait à partir de mou de raisin cuit, mélangé à du vinaigre de vin dans des proportions variables et avec des vieillissements variables. Mais il faut y mettre de toute façon toujours au moins un peu de vinaigre balsamique de 10 ans d'âge dedans pour lui donner son goût particulier. Vous en avez deux dans la box qui vous a été fournie. Vous avez une étiquette tableau
petit échantillon Etichetta Blu et un petit échantillon Etichetta Oro. Ils sont tous les deux très bons, mais très différents. Il y en a un qui sera un peu plus liquide, mais et plus acide, avec des parfums très intéressants, et un autre très concentré, qui rappelle presque du traditionnel, et c'est vraiment un très très bon produit qui vous a été donné. Je vous invite pour le déguster. Si je peux donner un conseil un tout petit peu dogmatique, c'est arrêtons de mettre du balsamique partout dans les salades et goûtons-le in purezza, sur des copeaux de parmesan. Giacomo, c'est comme ça. Magnifique, magnifique. Je crois que c'est une des moyens les plus justes, les plus traditionnels de déguster l'aceto balsamico. Bon, il y a des hasards aussi, on le met sur la glace aussi, on les met sur les fraises. Mais il faut du bon pour faire ça. Tout à fait. Parce que si tu fais ça avec un aceto balsamico ça ne sert de à base, rien. ça sert absolument À rien. Donc, en continuant l'itinéraire gastronomique le long de la Via Emilia, on arrive justement à Modena, la patrie de vinaigre balsamique, d'une des 3 villes qui sont patrimoine de l'UNESCO, patrimoine mondial de l'UNESCO, qui se trouve en Émilie-Romagne, et grâce à la Piazza Grande, à la cathédrale romanique et à son clocher. Sont vraiment des monuments très très importants à voir à Modène. Et donc, on peut dire que Modène est la ville pour les mélomanes, pour les amateurs de belles voitures et bien évidemment pour la gastronomie. Donc, pour ce qui concerne la gastronomie, c'est aussi la ville où se trouve le restaurant de Massimo Bottura, le restaurant qui a été nommé 2 fois comme restaurant le meilleur au monde. Et donc, c'est la ville où est né Luciano Pavarotti, même s'il a vécu dans plusieurs villes, New York, etc. Il était vraiment très, très fier de ses origines modenaises. Et surtout, je dis, c'est la ville des voitures parce que, comme disait le président il y a quelques minutes, c'est la patrie de la Motor Valley, c'est-à-dire un petit territoire entre Modène et Bologne où il y a une telle concentration de voitures comme Ferrari, Lamborghini, Maserati, Pagani, Ducati pour le motocycle. Donc, tous ceux qui aiment les voitures, ils peuvent visiter les musées dédiés à ces marques. Ils peuvent aussi visiter des usines comme Pagani et Maserati. Ils ouvrent aussi les usines pour des très intéressantes visites dedans ou des collections privées. Alors voilà, je vous donne un conseil encore, à visiter sans doute la collection Ombre. C'est un producteur, une fromagerie de production de Parmigiano Reggiano biologique, mais c'est aussi la plus grande collection de Maserati vintage au monde. Donc, une combinaison parfaite. Et ben aussi, on a aussi la possibilité de faire des test drive. Donc, toujours combinaison de slow food et fast cars. magnifique. Ça, c'est avoir le sens de la formule, Sylvia. Alors, Giacomo, qu'est-ce qu'on a fait dans la recette? Vas-y. Alors, on a enlevé l'ail qu'on avait coupé à moitié. On a fait cuire les pâtes, vous avez comme indication 4 à 5 minutes. Moi, je dirais plutôt 4, comme ça, on la garde bien al dente. On aura vraiment tout le goût de la pâte qui est très importante aussi. Et donc, il suffit après de la mettre dans la poêle et ajouter un tout petit peu de poivre. Et la facciamo saltare, donc on fait sauter un peu la pâte, on termine les dernières 30 secondes de cuisson directement à la poêle. Vous pouvez toujours ajouter un tout petit peu d'eau de cuisson. Donc on a salé très peu l'eau, parce que en cuisinant le coulatelle, ça relâche déjà du sel, donc on ne va pas exagérer avec du sel, on n'a pas besoin qu'il soit trop salé. Et donc voilà, la recette est presque terminée. On vous avait dit que c'était plutôt rapide, donc on va la impiattare, la mettiamo nel piatto. Parce que moi j'ai mangé ici ce midi, mais j'ai déjà faim. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire pour juste terminer cette recette? Bien sûr, on revient au Parmigiano Reggiano. Una bella grattata di Parmigiano Reggiano, chef, la puoi già mettere. Grazie. Ecco. Voilà.
Là aussi, sans exagérer, hein, il ne faut pas que le parmesan prenne le goût du culatello, ni des tomates, ni des autres ingrédients. Voilà, la recette est... Regarde, je te Non, donne. non. Ah, tu mets une petite goutte de. Ça, c'est... on peut le faire. Donc, qui est à la maison et qui est en train de préparer Une peut petite aussi... goutte. Une petite goutte. Vas-y. Vas-y, chef. Et alors, tu sais ce qu'on va faire? Parce que vous êtes. Moi, je suis censé bosser, mais bon, quand même. Hein. Regarde, on va faire une chose. Je te donne la vieille assiette de tout à l'heure. Voilà. Hein, dammi il cucchiaio. Très bien. Voilà. Et je vais quand même goûter parce que, après tout, si c'est pas bon, on est obligé de vous en donner une autre. Hein. Mais voilà. Donc. Bon, continuez le séminaire sans moi. Est-ce que c'est assez al dente, Carlo? Ah, attends. Pas mal pour un débutant. Grazie, chef. Perfetto. Alors, c'est très très bon. Et moi, je dois dire que j'adore ces primi, parce que primo piatto, qui sont faits minutes comme ça, sautés à la poêle. On ne met pas des tonnes de sauce, on met les ingrédients qui enrobent la pasta. Justement, ingrédients, je dois vous parler quand même d'un produit aussi qui souffre parfois beaucoup à l'export, surtout quand il est exporté de pays qui ne sont pas l'Italie, qui est la mortadella Bologna. Attention qu'au niveau de l'appellation de l'IGP, d'indication géographique protégée, dove è la mortadella? Qui c'è là? La mortadella. Voilà, alors vous avez reçu la mortadella déjà coupée, c'est un saucisson énorme, évidemment la mortadella, et la mortadella du point de vue de l'IGP, elle s'appelle mortadella Bologna, car elle peut être produite dans une aire qui va autour, bien au-delà de la ville de Bologne, et c'est pas mortadella di Bologna. Cela dit, c'est aussi un produit vraiment très très ancien. La particularité de la mortadelle, c'est que c'est un saucisson cuit. Et toute la qualité de la mortadelle va venir de plusieurs facteurs qui sont la finesse de la mouture, la qualité et comment elle est épicée, le rapport qui est défini par le cahier des charges entre la viande maigre et le lardo, le gras, donc le gras un petit peu blanc. Tous ces facteurs-là vont faire la qualité de la mortadelle. Et il faut savoir que cette mortadelle existe sous ce nom-là déjà au XIVe siècle. Et je crois que quelque part dans le restaurant, il y a une affiche qui dit... J'ai vu ça aux toilettes ou quoi? Oui. Vers les toilettes. Voilà, vers les toilettes, il y a une affiche qui parle du fameux privilège de la mortadelle qui était donné, à certains fabricants. Alors, un grand débat. Jacques, comment est-ce que tu peux m'aider à arbitrer ce débat? Pistache ou pas pistache? Pas pistache. Pas pistache. À Bologne, on ne connaît pas la mortadelle avec pistache, mais bon, c'est très bon aussi, hein, mais voilà. Pour un bolognaise, c'est très important qu'il n'y ait pas de pistache sur la mortadelle. Voilà, mais c'est pas interdit. Hein. Non, pas du tout. Mais voilà, mais donc j'adore parce que ces débats pistache ou pas pistache, c'est typiquement des débats italiens qui peuvent nous occuper pendant des heures. Tout à fait. Hein, chef, pistacchio, non pistacchio, sono i dibattiti che possono durare ore e ore. Et c'est comme formaggio ou pas formaggio sur certaines recettes, hein, par exemple sur les vongole. Non, voilà. Sous le ragoût, tu vois le fromage. Voilà. Alors, effectivement, ça, ce sont ces grands débats. Et on vous laisse choisir, mais effectivement, pour moi aussi, ce sera merci sans pistache. Sylvia, c'est de nouveau à toi. Et alors, je me permets de faire une petite introduction parce que tu vas parler d'une des villes qui est les plus chères à mon cœur, qui est Bologne. On ne peut pas dire du mal des autres villes, mais on a envie de dire à ceux qui vont régulièrement en Italie, on sait que pour le moment, avec le Covid, les voyages, etc., mais si on a fait ce séminaire aujourd'hui, c'est parce qu'on y croit et on croit qu'on va recommencer vraiment à voyager. Mais Bologne est une ville qui n'est pas assez visitée et qui mérite vraiment, au même titre que les grandes autres capitales régionales italiennes, et je n'ai pas peur de dire au même titre que Venise ou Florence. Qu'en penses-tu, Sylvia? Merci de le dire. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, Bologne, c'est la ville principale de la région, c'est la capitale de la région et donc c'est une ville connue avec de nombreux étudiants grâce à la plus vieille, à la plus ancienne université du monde. Une autre caractéristique très intéressante de Bologne, c'est qu'elle a 42 kilomètres d'arcades, de porticos. C'est une architecture du centre-ville très originale.
Donc, dès qu'on arrive à Bologne et on se promène dans les ruelles de l'ancienne ville, on peut voir beaucoup de marchés authentiques. Il y a beaucoup de monde qui vit dans la ville et ça fait une ville donc très, très, très vivante, très authentique. Il y a, je voudrais toujours de petits conseils. Vous conseillez une taverne, une très, très vieille taverne en centre-ville de Bologne qui s'appelle Osteria del Sole. Donc, vous pouvez faire vos achats dans les marchés et vous asseoir à l'Osteria del Sole et commander quelque chose à boire. C'est très original, ça. Donc, pas loin de... laissez-moi dire qu'un des surnoms de Bologne est Bologne la Grasse. Donc, c'est typique ça donne l'idée de l'importance de la nourriture, de la gastronomie pour les Bolognaises. Et pas loin de Bologne, du centre-ville, on peut aller visiter Fico Italy World. C'est le plus grand parc alimentaire du monde et où là, on peut faire des expériences des produits gastronomiques de toute l'Italie, pas seulement régionales. On peut goûter, on peut expérimenter, on peut apprendre dans les coulisses du monde de l'alimentation. Une autre excellence qui est tout près de Bologne et que j'aimerais vous faire connaître, c'est le Carpigiani Gelato University. Carpigiani, c'est une marque, c'est le plus important fabricant de machines à glace artisanales. C'est pas connu par le consommateur, bien évidemment, mais dans les meilleures glaceries artisanales au monde, sans doute, il y aura une machine de Carpigiani. Donc, la Carpigiani Gelato University organise des cours pour les professionnels qui vont apprendre à faire de la glace artisanale comme il faut la faire à l'italienne, ou simplement, si vous voulez aller, ils organisent des workshops ou de petits cours pour des visiteurs qui sont vraiment très, très sympathiques et sans doute chaque cours, et on peut visiter aussi le musée dédié à l'histoire de la glace où il y a des machines très, très vieilles pour encourager la connaissance de l'histoire de la glace et sans doute toutes les visites, tous les cours terminent avec une dégustation de crème glacée. Voilà. On a encore 2 petites recettes à faire avec vous. On espère que vous êtes toujours connectés, que vous avez apprécié jusqu'à présent toutes les choses passionnantes que nous vous avons racontées, surtout la voix chantante de Sylvia et ma vieille voix éraillée. Mais je voulais vous montrer une petite recette faite par Gioacchino et par Giacomo. Restez avec nous, les gars. Et c'est un typique de l'antipasto qu'on mange ici. Rapide, la mousse de mortadelle. Allez-y, les amis, c'est à vous. Voilà, donc on a ouvert encore une fois la mortadella que vous avez reçue dans votre box. Donc on va tout couper grossolanamente, donc grossièrement, encore une fois, et on va mettre dans un mixeur. Qu'est-ce qu'on va faire après? On va ajouter un tout petit peu de ricotta. On va dire dans les 40-50 grammes de ricotta qui va donner un tout petit peu de fraîcheur. On va encore ajouter... Pas trop de fraîcheur. Hein. Bon, un tout petit peu. Pas juste. Voilà. Un tout petit peu de poivre. La noce moscata, très important pour la recette de la mousse de mortadella, qui est une recette très simple, mais il faut rien rater niveau ingrédients. Qu'est-ce que c'est bien? De cognac, un tout petit peu de cognac ou de whisky, comme vous avez vu sur la recette qu'on vous a déjà envoyée. Et alors, on va aussi un tout petit peu gratter du parmesan, légèrement. On a perdu la râpe. On a perdu la râpe, on va utiliser la râpe de la noce moscata, c'est pas grave.
Pas exagérer, direct, pas exagérer avec le parmigiano. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va juste actionner le mixeur et normalement, les jeux sont faits. Donc, on avait dit c'est une recette super, super rapide. Ça peut vous sauver en n'importe quel moment si vous ne savez pas quoi Silenzio. préparer en apéro. Voilà, alors on va un peu ramasser. Nous, on a un grand mixeur, mais pour les quantités qu'on a, on aurait pu utiliser un mixeur un peu plus petit. Donc, on va un tout petit peu ramasser sur le centre du mixeur et on va redonner un petit coup. Et voilà, la mousse est prête. Alors, Donc, Giacomo, pour nos amis qui nous regardent, on va répéter les ingrédients. tout à fait. Alors, vous avez reçu dans votre box 100 g de mortadelle. Ouais. Donc, on met tous les 100 g de mortadelle. On va ajouter 50 g de ricotta, vraiment un tout petit peu de parmigiano, poivre, noce moscata. Et les jeux sont Et faits. il y avait une goutte de cognac, c'est ça? Et il y avait une goutte de cognac. Merci Voilà. Carlo, j'avais oublié. Voilà. Et Donc- alors, cosa diventa questa mousse? Elle devient quoi cette mousse, chef? Questa è la Beh. mousse che andiamo a farcire la La piadina. piadina. On peut en mettre sur la... Romagnoli. Voilà, Sur on la- peut la mettre sur la piadina romagnola que vous avez aussi reçue dans votre box. Donc on peut réchauffer un tout petit peu rapidement. Alors, La je vais le faire, piadina. je vais montrer la piadina. Merci. On va en reparler, on n'a pas fini. Voilà, alors, attendez parce que j'ai beaucoup de choses dans mes mains. Hop, ça, toi, tu t'en vas. Donc, la piadina. Hein. Ça pourrait aussi s'appeler la face cachée de la lune, mais c'est la piadina, c'est du pain. C'est un pain typique de la Riviera de la Romagne. Et ça fait partie finalement de toute la famille des galettes que l'on trouve dans toute la Méditerranée. La spécificité de la piadina romagnola, c'est très très peu de farine, du saindoux, parfois un petit peu de lait et un tout petit peu de levure. Et même dans certains cas, on ne met pas de levure. Il y a débat. Certains y mettent du bicarbonate de soude, d'autres y mettent de la levure. Il y a un débat là-dessus. La recette a été fixée pour l'IGP, mais on peut vraiment parler d'un produit qui est tellement... C'est vraiment un produit de street food absolument incroyable. Et elle est en même temps universelle, puisque c'est une galette de pain, comme la pita, comme la pizza, etc. D'ailleurs, le mot piadina évoque tout ça, évoque aussi en latin au départ l'ustensile dans laquelle on l'a fait. Et elle meurt, comment dire l'italien, la sua morte, c'est le squacquerone, c'est ce fromage dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi la mousse de mortadelle. On peut peut-être montrer, les amis, les deux, hein, avec la mousse de mortadelle. Ben, c'est pas compliqué, on la chauffe. Ah oui, tout à fait. Il ne faut pas trop la chauffer, il ne faut pas que ça devienne un biscuit. Hein. Donc il faut la laisser un tout petit peu tendre, on va dire. Donc on va ajouter la mousse de mortadelle, tout simplement. Très bien. Je suis pas mal content d'être venu. Ça valait la peine. Et alors, on en fait vite une version avec le squacquerone. Bien sûr, bien sûr. Chef, on a versionné con le squacquerone. Pendant ce temps-là, moi, je mange. Hein. Et dans quelques minutes, nous retrouverons Sylvia, mais pas tout de suite. On va d'abord montrer la... Vraiment, c'est scandaleux de faire animer un séminaire avec la bouche pleine. Un manque de respect pour ceux qui nous regardent, mais je suis désolé. Je ne pouvais pas résister au fait de goûter. Et ça, c'est la merenda idéale, non, Giacomo? La merende idéale. Attention, Mais le petit ça chauffe. Non, c'est bon, c'est bon. Enfin, C'est cuit. hop, c'est cuit, voilà. Quand c'est noir, il y a un truc en cuisine, il faut savoir. Hein. Quand c'est noir, c'est cuit. Chef, Voilà, voilà. Donc là aussi, on va ajouter très simplement le squacquerone. Alors, dans les habitudes de la Romagne, on ajoute aussi de la roquette pour donner le côté un tout petit peu plus amer, on va dire. Donc, allez-y Bien. avec le squacquerone. Il faut pas mettre trop Vas-y, peu. chef. Hein, c'est très important. Donc, comme tout à l'heure, on va fermer la piadina et on va encore la couper à spicchi, donc en mange petites. così. Voilà. Ou ça peut se manger directement comme ça à moitié, mais quand même pour fameux no spicchio, hein, fameux chef. spicchio. Juste parce qu'il ne faut quand même pas que je sorte là comme un
Je ne voudrais pas finir en jambon, moi, en fin d'après-midi. Donc là aussi, à votre goût, vous pouvez bien sûr ajouter de la roquette, ajouter pourquoi pas aussi du prosciutto di Parme. Hein, c'est oui. c'est très bon aussi. Non c'è più il prosciutto? No. C'est- Vabbè, pazienza. Alors, donc on vous a montré la piadina, vraiment, c'est très culturel cette piadina, même si c'est très universel. C'est à la fois universel et spécifique. Et justement, pendant que je m'en vais déguster cette piadina au squacquerone, je redonne la parole à Silvia qui va nous parler justement. Nous continuons notre voyage, hein. On a descendu toute l'Émilie, on arrive en Romagne, ça sent déjà un petit peu la mer, les lettini sur la plage de Rimini. Silvia, c'est à toi. C'est vrai, on est arrivé en Romagne, mais avant d'arriver sur la côte adriatique, il faut faire un arrêt très très important dans un tout petit village qui s'appelle Forlimpopoli, pas du tout connu, mais il faut le visiter sans doute parce que c'est la patrie de Pellegrino Artusi. Mais c'est qui Pellegrino Artusi? C'est le père reconnu de la gastronomie italienne. Voilà. Il était un homme passionné de littérature et de gastronomie. Il n'était pas un chef, il n'était pas un cuisinier, mais il voyageait beaucoup pour son boulot dans toute l'Italie. Et on parle du 19e siècle. Et donc, il était très, très passionné en gastronomie. Il goûtait beaucoup de recettes et il prenait note des différentes recettes, des ingrédients et tout ça. Et donc, c'est en 1991 qu'il a publié à ses frais le livre de recettes qui s'appelle La science en cuisine et l'art de bien manger. C'est un recueil de 780 recettes et le livre aujourd'hui a été traduit en 8 langues, à part l'italien. Donc, 8 langues différentes, en français aussi, bien évidemment. Le livre est considéré vraiment le texte de référence de la cuisine maison italienne. Mais donc, à part avoir visité Casa Artusi, le lieu dédié à Pellegrino Artusi, on va faire un petit détour au nord de la Via Emilia pour découvrir les 2 autres villes qui sont patrimoine mondial de l'UNESCO et sont les villes de Ferrara et de Ravenne. Ferrara, une ville de la Renaissance sous le représentant de la famille d'Este, Ercole d'Este. C'est lui qui a amélioré, qui a transformé l'ancienne ville de Ferrara dans la beauté qu'on peut admirer aujourd'hui. Et c'était la fin du XVe siècle, donc le début de la Renaissance. Et après ces améliorements de la ville urbaine, beaucoup de villes en Europe ont pris exemple de Ferrara. Pour ce qui concerne Ravenne, une ville très très connue pour les mosaïques, il y a 8 monuments complètement décorés en mosaïque, une chose vraiment magnifique qui remonte au 15e et 6e siècle. Et nos itinéraires terminent bien évidemment à la fin de la Via Emilia à Rimini. Mais en effet, Rimini, l'ancienne ville romaine, c'est la ville d'où la Via Emilia a commencé. Donc, on avait dit au début, c'est une ville très, très connue comme station balnéaire, mais c'est en effet une ville culturelle, une ville d'art avec un passé romain, avec une cathédrale de la Renaissance. C'est une ville très intéressante. Et cette année, on fête aussi les 100 ans de Federico Fellini, le père de la Dolce Vita. Et donc, on peut bien dire qu'on est arrivé à goûter aussi la Dolce Vita aujourd'hui aussi. Un petit morceau de Dolce Vita. Merci Sylvia. On oublie que Federico Fellini était romagnol au pur jus. D'ailleurs, ça s'entend hein, dans ses films, et notamment dans Amarcord, qui est vraiment un monument de l'histoire du cinéma. Alors, on est en train d'arriver tout au bout. On espère qu'on a gardé votre attention intacte. Remercier d'abord Sylvia qui... depuis sa région, nous a vraiment fait rêver et donné envie de visiter cette région, tant du point de vue gastronomique que du point de vue de la culture qu'on peut y trouver. Je voudrais remercier le président de la Chambre de commerce belgo-italienne, Fabio Morvilli.
Et je vais d'ailleurs, à ce titre, lui laisser la conclusion de ce séminaire. Président, c'est à vous. Je pense que la découverte de cette région, pour ceux qui ne la connaissaient pas, il y aura toujours quelqu'un qui ne la connaît pas, mais disons le fait de pouvoir comprendre mieux tous les différents atouts. C'est une région où vous pouvez aller skier. Il ne faut pas oublier, par exemple, un grand champion italien, Tomba, de ski. C'était de Bologne, si je ne me trompe pas. Et c'est une région où, évidemment, la mer est là et vous pouvez faire beaucoup de choses, sans oublier toute la partie campagne, campêtre, qui c'est très intéressant. L'énogastronomie joue un rôle très important, on peut parler du vin ou des produits alimentaires tout court. Donc, c'est très important. Vous avez l'opportunité d'écouter un certain nombre de ces produits que vous avez reçus. Donc, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions où on peut trouver les produits, où il faut aller pour aller en Emilia-Romagna. Nous allons demander peut-être à Sylvia de nous guider encore un peu plus pour ce qui concerne le tourisme, où nous pouvons toujours aller et venir avec vous chez notre ami dans le restaurant qui nous a offert ce cadre magnifique et ces produits qui étaient très intéressants. Je vois que pour ne pas me mettre en appétit, ils ont coupé la partie vidéo. Alors voilà, c'est maintenant de l'autre côté. Et je dois dire, essayez les recettes. Je sais qu'elles ne sont pas faciles, certains. Allez voir comme ça, ils semblent très, très simples, mais à la fin, c'est toujours un tout petit peu plus compliqué. Et je voudrais surtout terminer en remerciant donc tout le monde qui était en connexion avec nous aujourd'hui, mais aussi beaucoup notre ami Carlo qui a fait vraiment un exposé magnifique, comme d'habitude, comme toujours, qui rend vif vraiment tous ces produits, même si on n'est pas sur place. Nous espérons vivement de pouvoir bientôt nous revoir sur place. Peut-être qu'on laissera quand même la possibilité aux autres de voir parce qu'on ne peut pas héberger tout le monde dans des restaurants, mais c'était vraiment très intéressant. Et je dois vous avouer que ça m'a mis en appétit. C'est encore 5h30. Je ne sais pas si je vais tenir encore 2 heures avant d'aller dîner. Je voulais remercier vraiment aussi Marco Iaquit et toute l'équipe de la Chambre de commerce belgo-italien qui font un travail phénoménal parce que ça que nous avons vu aujourd'hui, c'est seulement une partie de l'iceberg, mais il y a toute la partie de préparation, de coordination que c'est très important. Merci encore à tous. Merci Fabio. Alors, je voulais adresser mon dernier remerciement à Gioacchino D'Amico, le chef de l'Osteria Bolognese, et à Giacomo Toschi, le patron de l'Osteria Bolognese. Et je voudrais remercier chaleureusement ceux qui nous ont regardés cet après-midi. Une petite vidéo va nous accompagner vers la fin de ce séminaire et on vous dit à la prochaine fois, qui sait, peut-être, comme on dit maintenant, en présentiel et non plus en virtuel. Mais en virtuel, c'était pas mal, surtout pour ceux qui ont eu la chance de goûter, n'est-ce pas? Tout à fait. Ça a été un vrai plaisir pour moi aussi, je voudrais le dire, de participer à ça et d'être avec vous cet après-midi. Allez, c'est parti pour la vidéo et la prochaine fois, on l'a dit, en présentiel. Bellezza infiora e la